Bonjour, bienvenue à 112 Info, la nouvelle émission d'A-News Sécurité réalisée en partenariat avec l'IFRASEC, l'Institut français de sécurité civile. 112 Info, c'est la nouvelle émission dédiée aux questions de sécurité civile qui donnera la parole à tous les acteurs de la sécurité civile, les experts métiers, les sapeurs-pompiers, les élus des territoires, afin de valoriser notre modèle français de sécurité civile. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui fait évidemment l'actualité, qui concerne la campagne de vaccination et le rôle central des sapeurs-pompiers dans cette campagne. J'ai le plaisir donc d'accueillir, pour traiter ce sujet-là aujourd'hui, d'accueillir M. Rémi Robérotte, député LREM, responsable politique du texte de la PPL Matras, donc merci monsieur le député de votre présence, ainsi que le pharmacien-colonel Thierry Lacombe du SDIS 31, qui nous présentera l'ensemble des actions menées par le SDIS 31 dans le cadre de la campagne de vaccination. Et nous aurons le plaisir notamment d'accueillir lors de cette émission également le docteur Patrick Pelou, qui témoignera également la dimension médecin urgentiste de cette campagne de vaccination. Commençons notamment avec ce première expérience, ce retour de terrain. Et on souhaitait donner la parole au SDIS 31, et merci colonel d'être présent aujourd'hui. Les médias ont très largement évoqué cette question de la participation des sapeurs-pompiers dans la campagne de vaccination. Ce qui a mis au jour un élément assez fondamental, c'est la dimension santé, soins, que recouvre l'action des sapeurs-pompiers. On a tendance à considérer que les sapeurs-pompiers, ce ne sont que les soldats du feu, comme on dit bien souvent. Et bien on a remarqué que là, les sapeurs-pompiers étaient au cœur des questions de santé publique, des questions de soins. Et donc, c'est une manière aussi de valoriser la dimension santé des SDIS, qui est peut-être sous-estimé en matière de visibilité. Pouvez-vous nous rappeler justement cette action de santé que mènent les SDIS au quotidien? Oui, bien volontiers. Alors en fait, ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'on voit effectivement la part des missions qui relèvent de l'incendie se réduire au profit d'une action des sapeurs-pompiers dans les territoires, dans les missions de secours d'urgence aux personnes. Et donc aujourd'hui, c'est la part plus que dominante, puisqu'elle n'est pas loin de 80% de leurs activités. Et elle se structure autour d'une action portée par les sapeurs-pompiers non professionnels de santé, qui pratiquent le secours, mais à leur côté et en leur sein, on a donc des professionnels de santé qui sont des infirmiers, des médecins, des pharmaciens, on a des vétérinaires. Et donc c'est au sein du corps départemental que ces compétences se mêlent pour proposer une offre dans les territoires qui est une réponse graduée, avec du secours et après du soin. Les deux se mêlent de façon assez intime. Et c'est dans cette dynamique et ce partage de connaissances et maintenant cette délégation, je dirais, de compétences qu'on obtient aujourd'hui une capacité chez les pompiers à pouvoir œuvrer dans la santé publique, qui a proposé donc une réponse à la commande de l'État pour démultiplier l'offre vaccinale. Est-ce que les pompiers ont été simplement le bras armé de la campagne de vaccination, ou est-ce qu'ils ont été au cœur de l'organisation territoriale de la vaccination? Alors, à partir du moment où effectivement le décret du 11 mars a mis au jour le potentiel des sapeurs-pompiers à œuvrer pour la vaccination, il y a vraiment eu une part dominante dans l'organisation et la démultiplication donc des offres de vaccination dans les centres de vaccination, les petits puis les plus gros. Et là, il s'agit vraiment de la force des sapeurs-pompiers à être capable de s'adapter à une émergence d'un risque nouveau et à pouvoir piloter, organiser, commander, parce que c'est leur quotidien, une organisation composite avec l'ensemble des partenaires qui au quotidien œuvrent ensemble, mais ça peut être effectivement les associations agréées de sécurité civile, ça peut être évidemment l'ensemble des collectivités territoriales avec lesquelles nous collaborons, conseils départementaux, métropoles, et puis communautés de communes, EPCI, enfin il y a beaucoup de ressources, et évidemment les offres dans les établissements de santé, on travaille avec des CHU, des CH, et puis autour, on a aussi, et c'est l'originalité pour la Haute-Garonne, l'apport d'associations, et là nous travaillons avec l'association des réservistes de la région Occitane du service santé des armées, alors c'est un peu long, mais donc l'AROSA, ce sont en fait des professionnels de santé pour la plupart, qui ont un engagement de réservistes au sein de l'armée, et qui se sont groupés en associations et qui viennent collaborer. Donc en fait, la force des sapeurs-pompiers, c'est la capacité de commander cet ensemble assez hétérogène, mais d'organiser, de s'adapter, de proposer une logistique qui dessert un territoire et de mettre en ordre de marche assez rapidement une réponse qui demandait à monter en charge telle que ça nous était demandé par le chef de l'État. Concrètement, pour que les personnes qui regardent cette émission comprennent, comment vous avez réussi à couvrir l'ensemble des territoires alors qu'on a des problématiques à la fois urbaines, périurbaines et rurales? Comment vous avez réussi ce miracle logistique? Alors,
Très honnêtement, ça ne se fait pas en une fois et c'est plus une gradation. Et puis, on tire aussi des enseignements des premières expériences et on essaye de s'améliorer. Alors, il y a plusieurs spots. Il y a véritablement les spots, je dirais, plutôt urbains, qui proposent une réponse à un grand nombre de concitoyens en un site donné, c'est-à-dire selon les citoyens qui vont vers ce site. Et là, il s'agit vraiment d'organiser à la fois une réponse logistique, une réponse de planification sur les ressources humaines, et puis une réponse également sur la capacité, mais là elle est aussi le fait de l'ère du numérique, pour les citoyens à pouvoir souscrire à cette offre de vaccination. Ça, c'est l'offre urbaine. Après, il s'agit de répondre aussi à des territoires plus reculés, à des communautés de communes qui n'ont pas de centre de vaccination de proximité, mais qui en revanche vont avoir des populations parfois vieillissantes. Et donc là, on est plutôt à aller vers ces territoires en ouvrant une offre nouvelle qui est dénommée Vaccibus ou Vaccinobus. Et en fait, il s'agit simplement d'apporter sur site un centre de vaccination éphémère qui se monte avec la complicité et le soutien des élus, qui nous mettent à disposition des salles, qui nous mettent à disposition de la logistique et qui nous font un accueil en général qui est très familial et très prisé. D'ailleurs, des gens qui viennent pour vacciner comme des gens qui viennent se faire vacciner. Et puis, enfin, quand il y a des émergences de besoins nouveaux, comme ça a été le cas pour les personnels prioritaires de l'éducation nationale, des forces de l'ordre, à ce moment-là, il s'agit de faire une réponse pragmatique aux besoins qui s'expriment. Et là, effectivement, ça va être différent selon les services d'incendie et de secours. Pour le cas de la Haute-Garonne, c'est dans les murs même de l'état-major que très rapidement, on a mis en place des chaînes de vaccination. Mais évidemment, tout ça, c'est l'aspect logistique. Et ça ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait une vraie ressource humaine investie. Et là, on a la chance, effectivement, au sein des services d'incendie et de secours, d'avoir une réponse très solidaire, très forte, qui sont celles des sapeurs-pompiers professionnels, mais celles du monde volontaire qui est excessivement riche et qui donne beaucoup de disponibilité alors qu'ils ont déjà un emploi du temps professionnel chargé. Oui, parce qu'on rappelle que les sapeurs-pompiers volontaires ont une activité professionnelle à temps plein à côté et qui donnent de leur temps pour aider les autres, et c'est exactement le cadre du volontariat. Ah ben c'est ça, ce sont des gens qui vont accepter dans un engagement citoyen de laisser une partie de leur temps de repos au bénéfice de la communauté et de laisser aussi une partie de leur famille, puisque c'est du temps qui ne passe pas chez eux, et donc qui viennent concourir. Alors, je ne voudrais pas oublier les personnels administratifs, techniques et spécialisés qui sont dans nos SDIS, qui sont en fait la part souvent méconnue du fonctionnement d'un service d'incendie et de secours, mais qui sont tout le rouage administratif dont on a besoin parce qu'il s'agit d'opérations de vaccination qui doivent s'inscrire dans une traçabilité. Donc il y a toute une orchestration administrative qui accompagne ce mouvement. Et c'est parce qu'on réunit ces différents leviers qu'alors on peut proposer une offre de vaccination en garantissant la sécurité du soin. Et là, je me permets en tant que pharmacien d'ajouter ma petite touche. Évidemment, il s'agit de vaccins, donc d'une chaîne du froid qui doit être rigoureusement respectée, d'une traçabilité pour pouvoir assurer la sécurité des usagers. Et là, effectivement, les services d'incendie et de secours ont cette opportunité maintenant, depuis près de 20 ans, d'avoir une pharmacie à usage intérieur en leur sein, donc d'avoir, comme les établissements de santé, des professionnels dont c'est le métier pour organiser un circuit du médicament qui soit sécurisé. J'imagine que toutes les personnes qui ont vacciné les citoyens n'étaient pas nécessairement et obligatoirement des médecins ou des infirmiers. J'imagine que tout le corps des sapeurs-pompiers a été mobilisé et formé. Oui, alors c'est effectivement, dans une démultiplication de l'offre telle que je vous l'ai décrite, il n'est pas possible, même s'ils sont très investis, que seuls les médecins, les infirmiers, qui sont les soignants naturels, puissent répondre à toute la sollicitation. En revanche, c'est par leur savoir qu'on peut accompagner nos collègues non professionnels de santé dans des actions de formation qui leur permettent de s'élever en compétences, de s'inscrire dans une démarche qui sera l'avenir, parce qu'on a besoin effectivement de démultiplier ses forces. Et donc, il y a des formations qui se font au départ de façon théorique, avec des gestes qui sont répétés sur le volet technique, mais évidemment sur des mannequins, sur des coussins qui permettent d'appréhender le geste sans aller effectivement in vivo. Et puis, dans un second temps, sous un principe de tutorat, supervisé par des infirmiers, pour la plupart ce sont des infirmiers, la plus grande troupe est formée des infirmiers, mais également des médecins qui sont dans les sites de vaccination, de pouvoir réaliser le geste. Et quand on a authentifié leurs compétences, à ce moment-là, bien sûr, la supervision reste, mais d'un peu plus loin. Et là, on a des équipiers injecteurs, et ce sont des sapeurs-pompiers non professionnels de santé, mais qui officient très régulièrement et qui permettent d'avoir cette extension du nombre de vaccinations réalisées. Monsieur le député, quand on est un élu des territoires de la République, quel réconfort de pouvoir compter sur le corps des sapeurs-pompiers dans la campagne de vaccination? Vous savez, vous interrogez un préfet, vous interrogez les maires, vous interrogez un président du
du conseil départemental. Bon, quand il faut mener dans un temps record, puisque là, en 6 jours, il fallait installer les premiers vaccinodromes. Une grande opération à la fois de logistique. Il faut de la compétence en termes de logistique. Il faut des personnes qui soient, j'allais dire, militaires, au sens capacité à tout de suite mobiliser des moyens et à les mettre en œuvre. Qui est l'autorité aussi nécessaire par rapport à toutes les composantes dont vous parliez, les coordinateurs, les infirmiers, les services municipaux qui vont être mobilisés, etc., pour pouvoir immédiatement porter une organisation. Bah, immédiatement, vous pensez aux sapeurs-pompiers. Il faut dire les choses, hein, c'est-à-dire on a la chance d'avoir cette grande institution républicaine sur nos territoires, sa capacité à pouvoir se mobiliser, sa capacité aussi à avoir la confiance de la population. Parce que ce qui me frappe aussi, c'est que c'est très rassurant pour les personnes qui viennent au vaccinodrome que d'être accueillis, de voir que les sapeurs-pompiers sont là. Il y a une confiance, c'est d'ailleurs le premier service à la population qui est à ce point reconnu par nos concitoyens. Et ça fait partie aussi de cet ensemble qui fait que forcément, tout de suite, les préfets, les élus ont pensé aux sapeurs-pompiers pour pouvoir mener une telle mission. Et on s'aperçoit, moi je suis de Saône-et-Loire, que les 10 premiers centres, ce sont vraiment les sapeurs-pompiers, les officiers qui ont, pour le coup, officié justement, à leur mise en ordre, à leur mise en place, qui ont fait en sorte de garantir que nous étions bien sur des centres sécurisés, où chacun était à sa place, et où le fonctionnement pouvait se faire dans de bonnes conditions. Alors ils ont un peu, une fois installés ces premiers centres, pris un peu de repli en quelque sorte, pour pouvoir d'abord s'intéresser aux centres suivants qui sont venus s'installer, s'intéresser aux vaccinobus, comme l'on dit, enfin à la partie, on va dire, plus rurale en profondeur, pour pouvoir les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, le préfet me disait, lorsqu'il y a des week-ends de concentration véritablement des vaccinations, on est monté jusqu'à 1500 vaccins sur un week-end, eh bien, ce sont les sapeurs-pompiers qui se sont vus confier aussi cette mission, parce que, là encore, logistique, organisation, continuum du soin, puisque les sapeurs-pompiers, d'ailleurs la PPL Matras, qui est en cours d'examen aujourd'hui à l'Assemblée, qui viendra ensuite au Sénat, mais bien les sapeurs-pompiers dans ce continuum de soins, prétendent pas, sauf ceux qui sont, comme vous, mon colonel, des professionnels de santé, ils prétendent pas être professionnels de santé. Ils sont par contre un des éléments clés aujourd'hui du continuum sanitaire et du continuum de santé. Et ça, c'est quelque chose évidemment d'extrêmement rassurant pour nos concitoyens. Donc oui, logistique, soin à la personne, capacité à pouvoir se projeter, à pouvoir organiser, bah, tout ça fait que les sapeurs-pompiers ont eu un rôle absolument déterminant dans cette campagne et continuent à avoir un rôle déterminant dans cette campagne de vaccination. À ce titre, nous allons regarder dans un instant un reportage qui a été réalisé dans le SDIS 95, le Val d'Oise, pour vous montrer à quoi ressemble un centre de vaccination et le rôle vraiment prépondérant des sapeurs-pompiers dans cette campagne de vaccination. Depuis plus d'un mois, le grand centre de vaccination situé à Jouy-le-Moutier, dans le Val d'Oise, est confié au service départemental d'incendie et de secours du 95, de la prise de rendez-vous à l'injection du vaccin, en passant par la préparation des doses. La force des sapeurs-pompiers pour pouvoir monter ce genre de vaccinodrome, c'est le fait qu'on a plusieurs métiers en notre sein. On a bien sûr des sapeurs-pompiers, mais on a également des professionnels de santé, on a également des personnels administratifs et techniques spécialisés qui vont apporter leur savoir-faire, notamment en matière informatique, puisqu'on va de la prise de rendez-vous en passant par la vérification des constantes, bien sûr l'injection, mais également le suivi administratif. Donc la force, effectivement, ce sont les 2500 personnes que constitue le SDIS, renforcées également par les associations agréées de sécurité civile. Dans ce centre, une personne est vaccinée toutes les minutes. Tout est donc fait pour garantir sérénité et fluidité. L'objectif, c'est 0 file d'attente. En moyenne, entre l'arrivée et la sortie des personnes vaccinées, 30 minutes se sont écoulées. Après vérification des constantes, c'est un médecin qui détermine si la personne va être vaccinée par un infirmier ou si elle peut être prise en charge par un sapeur-pompier volontaire. Nuage. Vous n'allez même pas sentir. Donc on est formé 4 heures à la vaccination, 2 heures en théorie, 2 heures en pratique et puis après on est en libre. Après on a des rôles d'accompagnement, des rôles d'accueil, on a des rôles de prise de constante. Voilà monsieur. Avec une moyenne de 1500 doses injectées chaque jour, depuis le 6 mars dernier, c'est déjà 25 000 personnes qui ont été vaccinées
par les sapeurs-pompiers du centre de Jouy-le-Moutier. Colonel Thierry Lacombe, est-ce que c'est la première fois que les sapeurs-pompiers sont sollicités à ce point, avec une telle intensité dans une campagne de vaccination en France ? À votre connaissance? À ma connaissance, pour ce qui est de la vaccination, absolument. Oui, oui. Bien sûr, il y a des modèles qui nous préparent toujours au risque. Celui de la variole en est un exemple. Mais effectivement, et fort heureusement d'ailleurs, ça n'a pas été nécessaire de le déployer pour en faire la mesure de son efficacité. Là, oui, effectivement, c'est la première fois qu'on ouvre à ce point une offre nouvelle. Et elle s'inscrit dans une démarche, par contre, qui est installée depuis quelques temps. On a vu des compétences déjà déléguées dans le domaine, par exemple, de la mesure de la glycémie capillaire, là aussi encadrées, supervisées, accompagnées par les infirmiers et les médecins de sapeurs-pompiers. Mais on voit effectivement que notre offre de secours a besoin de se graduer en compétences et que nos sapeurs-pompiers peuvent porter cette compétence, toujours, comme ça a été dit par monsieur le député, dans un esprit de parcours de soins unique. Parce que c'est vrai que nous dénommons la personne que nous prenons en charge en préhospitalier victime. Quand elle franchit le seuil de l'hôpital, elle devient patient. Mais il s'agit bien d'un seul et même parcours de soins. Et la personne a besoin, tout au long de sa prise en charge, de repères communs qui soient partagés avant ou au sein de l'hôpital, et nos sapeurs-pompiers s'inscrivent dans cette dynamique. Aujourd'hui, monsieur le député, ce parcours de soins, la PPL Matras insiste sur cet aspect-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion entre ce que font les sapeurs-pompiers et la personne qui ensuite arrive à l'hôpital. On est dans cette opposition-là? Il faut justement, au contraire, ne pas être dans une logique d'opposition, mais être dans ce fameux continuum. C'est-à-dire que la personne, heureusement, les sapeurs-pompiers la prennent en charge, la mettent en sécurité, la conditionnent pour pouvoir ensuite devenir le patient, mais comme le disait le colonel, c'est la même personne. Pour elle, ce qui est important, c'est qu'elle est prise en compte, en charge dans de bonnes conditions, elle est sécurisée, on va pouvoir ensuite la transférer, on va pouvoir la prendre en charge dans le système hospitalier. Il n'y a pas de concurrence, il y a un continuum. Il faut que cet ensemble se parle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour ça aussi que dans la PPL Matras, il y a le numéro unique, et c'est important de le dire, et puis il y a des expérimentations qui vont pouvoir se mettre en place pour que ça fonctionne encore mieux. Alors, il y a des endroits où ça fonctionne assez bien, cette relation-là. Il y a d'autres endroits où c'est plus compliqué. Il faut que l'on arrive à progresser, comme l'on dit, à faire vraiment que les rouges et les blancs travaillent parfaitement ensemble. Et c'est vraiment pour la population, pour les élus que nous sommes qui représentons la population et qui nous mettons vraiment dans le sens de l'intérêt général, c'est extrêmement important que ce travail fonctionne bien et partout. Et c'est ça qui est vraiment pour nous un enjeu majeur. Parlons de votre territoire, justement, la Saône-et-Loire, le département 71. Comment se sont déroulées les différentes actions dans le cadre de la campagne de vaccination? Est-ce que le modèle a été, de ce qu'a décrit le colonel Thierry Lacombe, sensiblement identique, ou est-ce qu'il y a eu des petites spécificités de la part du... Alors, il peut y avoir des spécificités, ça dépend comment, j'allais dire, ça travaille et ça s'organise dans les départements. Nous, il se trouve donc immédiatement, monsieur le préfet a fait appel vraiment aux sapeurs-pompiers, aux côtés des maires, pour très vite organiser ces premiers vaccinodromes répartis dans le département. Je fais une remarque, autant nos concitoyens se sont plaints régulièrement sur, j'allais dire, la prise de rendez-vous qui a été compliquée, etc., autant je n'ai eu que des retours extrêmement positifs, et c'est très général en France, sur le vaccinodrome lui-même, c'est-à-dire la manière dont les personnes ont été accueillies, ont été dirigées vers un médecin, ensuite vers la vaccination elle-même, ou les accompagnants ont été eux-mêmes pris en charge et ils ont pu en quelque sorte attendre dans des conditions extrêmement agréables. Et puis ensuite, la personne a pu faire son temps de repos tranquillement, est repartie sécurisée. Donc vraiment, il y a eu une qualité de service dans les vaccinodromes qui est absolument remarquable et on le doit en partie. Alors, en partie parce que c'est un ensemble de partenaires qui ont travaillé, mais les sapeurs-pompiers ont eu un rôle aussi majeur dans l'organisation et ensuite dans ce climat, j'allais dire, favorable à l'accueil, une ambiance favorable pour que la personne, je rappelle que les premières personnes qui ont été vaccinées étaient quand même dans des âges où on n'a pas envie d'être bousculé, on a envie, j'allais dire, d'être pris en charge de manière tout à fait amicale et correcte, et ça s'est vraiment passé comme ça.
nos anciens disent, on n'était pas un numéro, on était vraiment accueillis dans de très bonnes conditions. Et ça aussi, ça fait plaisir, parce que c'est cette confiance-là qui fait aussi qu'aujourd'hui, y compris d'ailleurs les plus jeunes qui étaient réticents à la vaccination, sont en train, j'allais dire, de faire le mouvement eux aussi pour venir se faire vacciner. Nous avons franchi la barre des 20 millions et je pense qu'on sera en mesure de tenir les objectifs des 30 millions à la fin du mois de juin ou à la mi-juin, je crois, la mi-juin. Et tout ça parce que voilà, le système a bien fonctionné, que la confiance est au rendez-vous et qu'on a tous envie d'essayer de tourner cette page dans les meilleures conditions possibles. Et donc, il y a une dimension citoyenne, mais quand on parle des sapeurs-pompiers, on parlait des volontaires, il y a cette dimension citoyenne. La PPL vise aussi à leur simplifier la tâche, parce que dans cette dimension citoyenne, il y a aussi la famille aujourd'hui. Et il faut que les sapeurs-pompiers volontaires puissent s'engager en ayant, j'allais dire, le sentiment qu'ils n'y sacrifient pas trop les aspects familiaux, et qu'il y a aussi, pour eux, une prise en considération de leur réalité, qu'ils puissent s'engager en toute confiance. C'est tout l'objectif de la PPL en question. Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette campagne de vaccination en termes d'organisation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire? J'imagine qu'on apprend tous les jours, notamment quand on est sapeur-pompier. On a cette humilité-là d'apprendre tous les jours. Est-ce que cette grande campagne logistique a permis aussi aux sapeurs-pompiers de voir les choses différemment d'un point de vue purement organisationnel? Alors, sur l'aspect adaptation et commandement qui a présidé au choix justement de nous confier l'organisation de la mission, je pense qu'on avait déjà un rodage plus qu'affirmé. Par contre, dans le côté avant-après, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on parle du technicien, qu'on dénomme secours d'urgence ou soins d'urgence. Comme je disais, les deux ne sont pas si éloignés l'un de l'autre que ça. Mais je pense qu'il y aura vraiment un après de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une légitimité, je pense, qui s'acquiert là, de pouvoir travailler avec les services de santé et de secours médicaux des structures qui sont composés de professionnels de santé pour aller permettre aux gens de gagner en compétences, quand je dis aux gens, aux secouristes, qu'ils soient pompiers professionnels ou volontaires, et véritablement de s'inscrire dans l'offre de soins, j'ose le mot, pour demain, alors qu'il y avait effectivement cette lecture un petit peu cloisonnée de dire, vous faites du secours, ça se limite à quelques gestes, mais à condition d'être accompagné, à condition d'être supervisé. Pourquoi demain on n'ouvrirait pas le champ des possibles, toujours dans le même esprit qui nous anime, c'est celui d'apporter une qualité de prise en charge la meilleure possible à nos concitoyens qui en font la demande. Monsieur le député, est-ce que la PPL Matras, justement, va permettre ce renforcement du rôle des sapeurs-pompiers dans ce continuum des soins? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, que cette dimension santé soit davantage prise en considération. Oui, il faut absolument, si vous voulez, il ne s'agit pas, les sapeurs-pompiers ne prétendent pas être des professionnels de santé, pas du tout. Alors, sauf qu'il y a des professionnels de santé parmi les sapeurs-pompiers, ça c'est une chose. Mais je veux dire, l'ensemble des sapeurs-pompiers ne sont pas des professionnels de santé. Par contre, ils jouent un rôle majeur dans ce continuum de soins. Il faut que ça soit dit, reconnu. Ils ne se substituent pas, j'allais dire ensuite, à la prise en compte sanitaire du patient, c'est pas ça. Mais par contre, ils ont un rôle majeur. Moi, je voudrais dire quand même que il y a peu de fonctions ou peu de services qui ont, j'allais dire, à ce point poussé la formation des hommes et des femmes que les sapeurs-pompiers. Enfin, moi, je peux en témoigner parce que je les vois faire sur mon territoire. J'ai été maire pendant 17 ans, j'ai été vice-président du département. Je peux vous dire qu'il y a bien des personnes qui non seulement se forment dans des métiers extrêmement différents, ça va de l'intervention en forêt, jusqu'au sauvetage en rivière, jusqu'à la question, j'allais dire, de la prise en compte de la victime qui a un problème de santé sur la voie publique ou qui a un problème de santé quand elle est prise en charge chez elle. Bon, s'il y a bien des gens qui se forment et qui se reforment, c'est-à-dire qui sont sans arrêt dans un continuum pour le coup de formation, c'est bien les sapeurs-pompiers, qu'ils soient d'ailleurs professionnels ou volontaires. Et donc c'est ce qui fait d'ailleurs que, je veux dire, on leur fait confiance, c'est que j'allais dire, vraiment, le service est rendu. Et il est rendu avec une très grande qualité, avec des gens qui sont formés pour rendre les services en question. Et donc il faut que ce travail-là soit reconnu. Ils ne se substituent à personne, mais ils sont un des éléments clés pour la sécurité de nos concitoyens. Vous pensez justement que la PPL Matras va permettre de renforcer cet élément-là, cette chaîne des soins entre le monde des pompiers et le monde hospitalier?
Je pense qu'effectivement, ça s'inscrit dans une dynamique que nous souhaitions et appelions de nos voeux depuis longtemps et qui trouve un chemin là porté par les élus. Et effectivement, l'objectif est bien celui-là parce que la réalité concrète sur une intervention, c'est que les forces concourent naturellement et au bénéfice de la victime, du patient, en tout cas d'une prise en charge. Mais après, effectivement, il peut y avoir des positionnements plus rivaux, il peut y avoir quelques frictions, et c'est très bien qu'un corpus législatif permette de poser des bases apaisées, de façon à ce qu'on puisse construire un avenir qui sera plus fort dans la collaboration avec des règles plus finement établies. Et je me permets juste un petit complément par rapport à ce que vous disiez de la richesse du volontariat. Ce qui fait aussi notre force au sein des sapeurs-pompiers, c'est l'aspect divers des profils qui nous rejoignent. Parce que là, dans la campagne de vaccination, on a des gens qui nous rejoignent, mais qui travaillent pour certains dans l'hôpital, et ils sont nombreux, pour certains dans les agences régionales de santé, pour certains dans les territoires les plus reculés. Et donc, il y a cette richesse des vécus qui permet de comprendre au mieux les attentes, de porter des compétences mêlées et puis d'offrir une offre, comme vous l'avez indiqué, monsieur le député, qui est assez reconnue et saluée. C'est pour ça qu'il faut conserver notre modèle de sécurité civile et notamment la place des sapeurs-pompiers volontaires. Vous savez que par les répercussions d'une directive européenne, il y a des questions qui ont pu se poser. Il y a le fameux arrêt Mazza qui est venu nous déstabiliser en quelque sorte. Bon, il y a une lettre de confort aujourd'hui. L'Union européenne reconnaît notre caractéristique qui est celle du volontariat, avec, comme vous le disiez, ce qui vient enrichir encore le service, avec des profils extrêmement différents, de gens qui donnent de leur temps, des citoyens qui donnent de leur temps volontairement et par le volontariat pour donner la main dans ce système, dans ce continuum de sécurité. Donc il faut conserver ce modèle, et on espère bien que la présidence française de l'an prochain de l'Union européenne, au premier semestre 2022, sera justement l'occasion de bien clarifier les choses. Ce ne sont pas des salariés, ce ne sont pas des travailleurs, ce sont des personnes qui donnent de leur temps, mais qui donnent de leur temps pour faire en sorte que nos concitoyens soient véritablement en sécurité, y compris dans des territoires où, j'allais dire, heureusement qu'il y a aujourd'hui l'offre des sapeurs-pompiers, la présence des sapeurs-pompiers, parce que c'est souvent même le service qui demeure. Et ça, c'est extrêmement important. De votre expérience au sein du SDIS 31, quelles ont été les relations avec le monde de la santé, le monde hospitalier dans le cadre de cette campagne de vaccination? Est-ce que vous avez régulièrement interagi avec le CHU? Comment les relations se sont organisées en local, sur le plus près du terrain? Alors, je dirais que nous avons cette chance que vous décriviez, que les relations aujourd'hui entre le monde de la santé et le monde sapeur-pompier sont très apaisées et en coopération régulière. Donc en fait, cette démarche nouvelle s'inscrit dans le cadre de relations déjà tissées. Donc on a eu vraiment, je dirais, le leadership qui nous a été confié d'organiser, par exemple, le vaccinodrome. En revanche, sur le vaccinodrome de Toulouse, c'est le CHU qui s'assure de la fourniture en direct des moyens qui sont nécessaires à la vaccination. Il y a d'autres départements où c'est organisé différemment, où c'est directement les services d'incendie et de secours qui s'acquittent de cette fourniture. Mais du coup, nous, il y a vraiment une orchestration mêlée. C'est-à-dire que la coordination, le commandement, la mise à la route, on va dire, du vaccinodrome nous a été confiée. Aujourd'hui, le directeur départemental souhaite que ce soit géré comme un centre de secours. Donc, il y a un chef de centre qui est un officier de sapeur-pompier qui s'acquitte de cette coordination. En revanche, les forces vives qui permettent de faire la vaccination sont étroitement mêlées avec une part qui est celui de la santé, qui vient du CHU de Toulouse, une part qui est portée par les associations agréées de sécurité civile et une part qui est portée par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne. Au départ, on avait 16 box de vaccination pour proposer une offre à 2000 injections de vaccins jour. Et il a été demandé qu'on puisse dimensionner plus largement, qu'on ouvre plus largement les horaires. Aujourd'hui, enfin ces derniers temps, où vraiment on a porté un coup d'accélération, on ouvrait le centre de vaccination de 8h à minuit. Donc on avait une offre très large qui a permis de monter à 5000 vaccinations jour sur ce centre de Toulouse. Et donc cette orchestration, naturellement, elle ne peut pas être le fait d'un seul. Personne n'est assez fort pour, à un moment donné, couvrir tout ce besoin qui augmente. Donc c'est dans ce tissage, dans cette relation qui était antérieure à l'existence du centre de vaccination, qu'on a inscrit une relation qui est saine et où tout le monde, comme vous le disiez, a besoin d'être présent
sans avoir besoin d'écraser l'autre, pour qu'à la fin, le succès soit au rendez-vous de nos concitoyens. En Saône-et-Loire, les relations, j'imagine, sont également bonnes entre les sapeurs-pompiers et le monde hospitalier. La campagne de vaccination s'est organisée de la même manière? Oui, c'est à peu près le cas similaire. Alors, à notre dimension. Hein, oui. Bon, voilà. Mais oui, la relation est bonne. La relation est bonne. Il y a une plateforme d'ailleurs commune entre le SAMU et les sapeurs-pompiers. Donc il y a déjà de l'organisation positive. Il faut par contre vraiment que, quel que soit, j'allais dire, le département, on puisse dire la même chose. Il y a encore des secteurs dans notre pays où c'est un peu compliqué. Mais comment expliquer cette situation? Comment ça se fait que dans certains départements, ça se passe bien et qu'on démontre l'effectivité de ces plateformes communes, plateformes opérationnelles, et que dans d'autres départements, ça coince, ça grippe un peu? Il y a des questions d'hommes et de femmes, sans aucun doute. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, voilà, parce que il y a des états d'esprit quelquefois. Sur les organisations humaines. Sur les organisations humaines. Il y a des fois de l'historique. Ça existe aussi. Il peut y avoir eu des tensions à un moment qui font que, etc. Bon, il faut qu'on arrive à dépasser ça. Pour ça, d'ailleurs, que la loi prévoit, dans une loi consacrée justement aux sapeurs-pompiers, et notamment aux sapeurs-pompiers volontaires, d'avoir un numéro unique et d'expérimenter, j'allais dire, des formules qui marchent bien et qui essayent de les généraliser en quelque sorte à la dimension du pays. C'est vraiment, j'allais dire, ce que l'on souhaite. C'est surtout pas opposer, c'est au contraire travailler ensemble, faire ensemble, assurer ce continuum dont je parlais et dans lequel les sapeurs-pompiers ont une place, j'allais dire, imminente. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous disiez, c'est la même personne qui, de victime, devient patiente quand elle rentre à l'hôpital. Voilà, c'est la même personne. Pour la personne, ce qui compte, c'est qu'elle soit prise en charge dans de bonnes conditions et qu'il y ait justement ce continuum dans les meilleures conditions possibles. C'est ça qui est vraiment important. À chaque fois que nous connaissons une carence d'une manière ou d'une autre dans ce système-là, c'est préjudiciable à la personne. Donc, il faut encore qu'on améliore, mais c'est ce que disait tout à l'heure le colonel. On est toujours dans cette logique d'amélioration. C'est aussi, j'allais dire, dans la culture des sapeurs-pompiers, qu'en général, de dire assez peu, de faire, et puis de faire en sorte qu'on améliore encore les processus et les procédures. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut qu'on essaye de semer sur l'ensemble du territoire. Comment s'est passée la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de cette campagne de vaccination? Est-ce que ça a été compliqué de mobiliser les gens d'un point de vue de la sollicitation horaire, de la conciliation des temps de vie? On en parlait tout à l'heure, ce qui est un des sujets centraux, la question des sapeurs-pompiers volontaires. Quel a été l'état d'esprit général? Alors, une envie de participer assurément très facile à obtenir parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de s'investir et notamment quand on a besoin d'eux. Je ferai un focus un peu particulier sur les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires qui ont été quand même l'essentiel pour des ressources que nous avions, en tout cas l'essentiel de la réponse professionnelle de santé. Et ce sont des gens qui vivaient dans cette période, et on les a vus pour tous les remerciements qu'ils recevaient au départ sur les balcons, très très investis dans leur activité professionnelle hospitalière, libérale. Et dans leur temps qui restait un peu libre, capables de venir endosser l'uniforme pour encore proposer leur savoir et leurs compétences au service de la vaccination. Donc pour eux, ça a été vraiment un moment, et ils le vivent encore, extrêmement sollicitant, et on fait attention à ce qu'on ne déséquilibre pas leur emploi premier, parce qu'ils ont besoin d'être performants dans leur emploi, et qu'on maintienne une disponibilité puisqu'on a besoin d'eux. Après, pour ce qui est des sapeurs-pompiers volontaires, je dirais non professionnels de santé, il y a un engouement, une envie de servir qui est déjà présente. Et là, en fait, c'est véritablement le décret du 11 mars qui a ouvert des nouveaux potentiels, parce que cette envie, elle était antérieure au 11 mars, mais voilà, il y avait ce cloisonnement, vous n'êtes pas en capacité de nous aider autrement qu'en étant à nos côtés. Et là, en fait, il passe un peu sur l'avant-scène, bien sûr, encadré, supervisé. J'ai dit, il ne s'agit pas de transférer de la compétence, auquel cas ça voudrait dire qu'ils sont formés, ils n'ont plus besoin de nous. C'est vraiment délégué au sens, ils sont formés et on continue de les accompagner pour que ça se passe au mieux et qu'on garantisse la qualité du soin. Pardon, j'ai dit qualité du soin, mais c'est un lapsus révélateur. Qualité de l'environnement, en tout cas, du soin qui est prodigué. Et donc là, aujourd'hui, on n'a pas de problème à mobiliser. On est dans une course d'endurance, on le mesure.
On sait que, bien sûr, ça va mieux. Bien sûr, on voit des chiffres qui sont plus réconfortants sur le plan de la pandémie. En revanche, on sait que notre population n'est pas vaccinée dans des proportions encore satisfaisantes et qu'il faudra continuer l'été et l'après, on va dire dans les premiers temps de l'automne, à organiser tout ça. Et je crois que c'est là qu'on a une vraie force vive. C'est que les sapeurs-pompiers volontaires sont nombreux. Ils permettent de prendre des relais, de ne pas épuiser nos forces. Et c'est là où on a aujourd'hui, on voit s'organiser des systèmes qui naturellement touchent petit à petit l'ensemble du corps départemental pour ce qui est de la Haute-Garonne et qui permettront que cette compétence infuse et qu'on propose de façon continue, quand on aura besoin de nous, cette vaccination à la population qui ne l'aurait pas encore été. Comme le disait le colonel Lacombe, les sapeurs-pompiers volontaires ont été au cœur de cette campagne de vaccination. Qu'est-ce que la PPL Matras va changer à ce statut de sapeur-pompier volontaire, alors sans dérouler tout un catalogue? Est-ce qu'il y a, selon vous, une ou deux mesures fortes que vous appuyez dans cette PPL Matras qui va permettre d'améliorer, entre guillemets, les conditions d'exercice de cette mise à disposition et de ce volontariat de sapeur-pompier qui est tellement spécifique à ce modèle français de sécurité civile? Alors, il y a à la fois, si vous voulez, faire en sorte que les sapeurs-pompiers puissent, je le disais, c'est un engagement aujourd'hui familial, que de s'engager vers une mission aussi importante. Bon. Et on a besoin de sapeurs-pompiers. Là, je lance un appel, juste en face du colonel. On a besoin de sapeurs-pompiers volontaires. On a des territoires où il y a encore un manque important. Et donc, il est important que les personnes qui veulent franchir le pas puissent le faire dans de bonnes conditions. Donc, par exemple, cet après-midi, nous avons travaillé avec le ministère du Logement et avec le ministère de l'Intérieur pour faire en sorte que, dans l'attribution des logements sociaux, quand les personnes répondent à ces besoins-là, dans des territoires où c'est compliqué, nous puissions favoriser le fait que des sapeurs-pompiers volontaires aient un accès facilité au logement social. Parce que, voilà, il faut être pas trop loin de la caserne, il faut être, j'allais dire, facilement mobilisable, il faut aussi que la famille soit installée dans de bonnes conditions pour pouvoir répondre à cet engagement. Voilà une des conditions. Mais la loi comprend un certain nombre, j'allais dire, non pas d'avantages, mais de reconnaissance du rôle extrêmement important pour toute la société des sapeurs-pompiers, et notamment des sapeurs-pompiers volontaires qui s'engagent, et pour leur faciliter la tâche, quoi. Il faut qu'on facilite l'engagement. Également dans l'entreprise, par exemple, de faire reconnaître l'intérêt d'avoir un sapeur-pompier pour les premiers secours pour un chef d'entreprise et ne pas forcément lui demander d'aller former d'autres personnes aux premiers secours, alors qu'il aurait, j'allais dire, sur place, des personnes qui peuvent répondre à ce besoin-là. Donc il faut à la fois, c'est souvent reconnaître tout simplement l'intérêt pour un employeur d'avoir un sapeur-pompier ou des sapeurs-pompiers volontaires dans ses équipes. Ça a des contraintes, mais ça a aussi de grands avantages. Et puis c'est en même temps reconnaître justement ce rôle pour les sapeurs-pompiers volontaires. Il y a toute une série, j'allais dire, d'éléments, de mesures. Moi je vais vous dire, je suis également engagé au niveau de la campagne des régionales, par exemple, et j'essaye de pousser chez moi le fait que la région devrait pouvoir avoir peut-être un complément de bourse pour les enfants qui sont des enfants de sapeurs-pompiers volontaires. Parce qu'il faut aussi se dire que c'est un sacrifice pour la famille que d'avoir cet engagement-là. C'est quand même extrêmement exigeant. Et il faut aussi que l'on puisse reconnaître cet engagement, j'allais dire, à la hauteur de ce qu'il représente aujourd'hui pour notre société. Voilà, c'est on étudie plusieurs pistes, on voit comment c'est possible, en restant dans un cadre légal, en évitant de se faire, j'allais dire, attaquer par la directive européenne. Donc, on peut pas, elle nous limite de ce point de vue-là, parce que c'est pas un statut de salarié, mais en même temps, il faut qu'on soit facilitateur. Il faut qu'on réfléchisse d'ailleurs, parce qu'il y a des sapeurs-pompiers, mais on a la même chose aujourd'hui sur l'engagement associatif, à comment on peut faciliter dans un cadre nouveau, qui est celui d'une famille négociée, avec un cadre familial beaucoup plus fort, comment on peut faciliter ces engagements qui sont des engagements sur lesquels repose une bonne partie aujourd'hui de notre société, de notre capacité à agir ensemble. Mais écoutez, on terminera sur ces mots et sur cette volonté forte de la PPL Matras de
d'améliorer en tout cas et d'apporter une reconnaissance à ce volontariat. Colonel, vous souhaitiez éventuellement rebondir? J'imagine qu'elle est très attendue, cette PPL Matra, sur le terrain dans les 10 excessivement, oui, excessivement. Les pompiers volontaires l'appellent de leur vœu de longue date et ils sont très heureux de l'avoir aujourd'hui à l'examen parlementaire. Et je me permettais juste une anecdote. Vous parliez beaucoup de la famille, c'est central. J'ai fait partie d'un centre de secours où on disait, là où il y a un pompier de l'ombre. C'est que le conjoint, la conjointe qui reste à la maison, elle a une charge énorme parce qu'elle libère son conjoint, sa conjointe pour les besoins de la société. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier les pompiers volontaires et les pompiers de l'ombre qui sont derrière eux. Voilà, nouvelle notion des pompiers de l'ombre. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Patrick Pelou, inutile de présenter le docteur, qui est en direct d'un plateau d'urgence. Merci docteur de nous rejoindre. J'aimerais vous poser deux questions assez simples. Quelle est la situation aujourd'hui de l'hôpital et quel est votre avis sur la campagne de vaccination actuellement en cours en France ? Donc la situation, c'est sûr que ça baisse à l'heure actuelle. Il y a une baisse qui est évidente parce que ça donne raison au président de la République qui avait dit qu'on allait confiner, mais de manière pas aussi importante que l'année dernière, et que donc par conséquent les grands professeurs de médecine qui voulaient confiner la France durement se sont trompés, parce que donc avec un confinement plus faible, on a moins arrêté la société et en fait on a réussi à endiguer l'épidémie, ce qui prouve, soit dit en passant, qu'on ne comprend pas grand-chose quand même et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Là, la situation à l'heure actuelle dans les hôpitaux est devenue... Alors, on est en train de diminuer le nombre de lits Covid, mais comme on a un retard phénoménal dans les vacances et dans les congés, dans les heures supplémentaires pour le personnel, on est obligé de fermer des lits. Donc on se retrouve toujours avec une situation tendue, puisque c'est un espèce de jeu de vase communicant avec des lits qui ferment, parce que justement, on a moins de personnel. Donc vous voyez, la crise de l'hôpital continue. Bon. Maintenant, un mot sur la campagne de vaccination, je la trouve absolument catastrophique, d'accord ? Je pense réellement qu'il y a une guerre d'école, c'est-à-dire qu'en fait, on a confié la gestion de cette vaccination à un brillantissime professeur de virologie, qui est certainement un très grand expert en matière de microscope électronique et d'algorithmes, mais pas du tout en termes de gestion d'une vaccination de masse. Et on a fait plein d'erreurs, et on continue à en faire. Cette gestion aurait dû être confiée à un sassyrien, ou un polytechnicien, c'est-à-dire un général, c'est-à-dire quelqu'un de l'armée, parce que ça, à mon avis, ça aurait été carré. Là, maintenant, vous n'avez plus une région qui vaccine comme une autre. C'est très compliqué pour la population, même si on peut saluer le progrès technique qui a été fait par une start-up française comme Doctolib. Le reste est catastrophique. On ne vaccine pas assez, on ne vaccine pas assez vite. Ça a été dit par le président de la République récemment, qui a dit qu'il fallait vacciner nuit et jour, tous les jours. Et en fait, on se heurte à plein de mauvaises habitudes et à plein de problèmes. D'autre part, je crois que là, à l'heure qu'il est, aujourd'hui, mi-mai, il faut absolument vacciner tout le monde. C'est une course contre la montre et on gagnera la partie si on a vacciné plus de mon avis, 50% de la population avant mi-juin. Mais on est très, très en retard. Et quand je dis vaccination, ce n'est pas la première dose, c'est les 2 doses. Un dernier mot sur la vaccination. Je pense qu'il faut prévoir le fait qu'on risque de revacciner une nouvelle fois les gens d'automne, parce que ce virus va très vite, les variants vont très vite. Il y a des vaccins qui sont efficaces sur un certain nombre de variants, ce qui pose question. On voit ce qui est en train de se passer en Angleterre, où des gens vaccinés sont quand même malades avec des mutants et des variants. C'est très embêtant. Et ça, c'est inquiétant. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'à long terme, il faut organiser une perspective de vaccination de masse. Et puis là, si vous voulez, c'est pas une guerre de chapelle. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut le faire avec tous les moyens qu'on a à bord. D'accord ? Tous les moyens qu'on a à bord et tous les moyens pour vacciner la population le plus vite possible. C'est pour ça que les initiatives qui ont été prises par les sapeurs-pompiers sont bonnes, parce que l'hôpital ne pouvait pas répondre à la fois à l'aigu et à ses perspectives de santé publique. Et peut-être à l'avenir, il faut se retourner aussi vers des médecins qui connaissent parfaitement les vaccinations de masse et d'urgence, c'est-à-dire les organisations gouvernementales. Bon, là, avec ce qui s'est passé sur la vaccination, je pense qu'on peut dire qu'on est quand même un pays avec beaucoup de travail pour retrouver la grandeur que vous croyez avoir. Vous n'avez pas d'autres questions ?
Non, écoutez, vous avez résumé un petit peu la position qu'on souhaitait avoir et l'éclairage que vous apportez est intéressant. Le message que vous délivrez, c'est globalement tout le monde doit travailler dans le même sens dans cette campagne de vaccination, sinon on n'y arrivera pas. Non, mais vous savez, c'est très important. Moi, je suis, en fait, je suis d'aucun parti politique, je suis patriote. C'est-à-dire que je suis pour que la France, on y arrive, et on y arrivera avec les difficultés qu'on a, les difficultés sociales et économiques, on y arrivera si on travaille tous ensemble dans le même sens. C'est valable à la fois pour la gestion des urgences du quotidien, à la fois pour la gestion pour les malades, dans l'intérêt des malades, et la vaccination est un exemple. Voilà. Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas de vous être rendu disponible en direct du plateau d'urgence justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. Merci à vous. À très bientôt sur 112 Info, la nouvelle émission d'A News Sécurité.